Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche au cœur de nos foyers Au cœur de notre confort, oui. et de notre portefeuille, soyons honnêtes. Ah oui, surtout de notre portefeuille. Le chauffage domestique. On a souvent tendance à le voir comme, je sais pas, une simple boîte dans un coin qui fait du bruit et de la chaleur. Oui, un truc qu'on allume et qu'on oublie. C'est ça. Mais en y réfléchissant, c'est un peu le moteur de notre maison. Et comme un moteur de voiture, s'il est mal réglé, il tousse, il surconsomme. Il pollue plus. Et au final, il nous coûte une fortune pour un résultat assez médiocre. Tout à fait. Le chauffage, c'est vraiment le poste de dépense énergétique numéro 1 pour la plupart des foyers. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il y a des leviers d'action, des leviers très efficaces. Heureusement, oui. Pour nous guider, on a sous les yeux des extraits d'un guide très pratique, Mastering Home Heating Efficiency. Et notre mission, c'est d'en extraire la substantifique moelle. Et les conseils les plus concrets. Exactement. On va explorer ça sous 4 grands axes: le réglage, l'entretien, la modernisation, et puis nos habitudes de tous les jours. C'est une excellente analogie, celle du moteur. Vraiment. Ah oui? Oui. Et pour la pousser un peu plus loin, l'erreur la plus commune, c'est de ne penser qu'à la chaudière. Juste au moteur. En oubliant le reste de la voiture. Exactement. La transmission, les roues. Pour le chauffage, c'est pareil. Il faut vraiment le voir comme un système. Un système complet. Ce n'est pas juste un appareil. Non, c'est un ensemble d'éléments qui doivent collaborer. La chaudière, bien sûr, mais aussi le thermostat, les radiateurs et même l'isolation de la maison. Tout doit jouer la même partition. C'est ça, l'idée de symphonie. L'optimisation, elle est là, dans l'harmonie de l'ensemble. C'est là qu'on trouve les vrais gains. J'aime beaucoup cette idée de symphonie. Alors commençons par le chef d'orchestre, la régulation. Le thermostat. Le guide est très clair là-dessus, il parle du thermostat comme du cerveau de l'installation. Et il martèle ce chiffre qu'on entend partout, la température de 19 degrés Celsius dans les pièces de vie. Le fameux 19 degrés. Voilà. Mais franchement, pour beaucoup de gens, 19 degrés, quand on est assis sur son canapé, on a vite froid, non? C'est une question essentielle. Et le guide, il y répond de façon assez nuancée. Ah, Ce 19 degrés Celsius, c'est une moyenne. C'est une cible d'efficacité. Mais ce qui compte vraiment, au final, c'est la température ressentie. la sensation de confort. Exactement. Et ça dépend de plein d'autres choses. L'humidité de l'air, par exemple. D'accord. Un air humide à 19 degrés paraîtra toujours plus froid qu'un air sec à la même température. Toujours. Et les courants d'air aussi, j'imagine? Bien sûr, un petit filet d'air froid près d'une fenêtre mal isolée. Et même s'il fait 21 au thermomètre, on va se sentir gelé. Donc ce n'est pas juste une question de chiffres sur l'écran. Non, la régulation, c'est plus complexe. Et c'est là que la technologie devient intéressante. Le guide distingue 2 niveaux de sophistication. Ok, allons-y. Le premier, c'est le thermostat programmable. Ça, c'est déjà un bond de géant par rapport à la vieille molette. On peut définir des plages horaires. Voilà. 19 degrés le jour, 16 ou 17 degrés la nuit, ou quand on n'est pas là. C'est la base d'une gestion intelligente. Et le deuxième niveau? Alors là, la source va beaucoup plus loin. Elle évoque les systèmes qui s'adaptent non seulement à nos habitudes, mais aussi à la météo. Ah oui, à la température extérieure. Précisément. Et ça nous amène à un concept un peu technique, mais qui est fondamental. C'est souvent le grand oublié des réglages H&O. La courbe de chauffe. La courbe de chauffe. Ça sonne un peu intimidant comme nom. C'est moins complexe que ça en a l'air. Imaginez. Le thermostat, c'est le passager qui dit « j'ai froid, je veux 20 degrés ». D'accord. La courbe de chauffe, c'est le chauffeur qui décide à quel régime faire tourner le moteur pour atteindre ces 20 degrés. En fonction de la température extérieure. Exactement. S'il fait un doux 10 degrés dehors, une petite accélération suffit. S'il fait moins 5 degrés, là, il faut pousser le moteur beaucoup plus fort. Donc la courbe de chauffe, concrètement, elle dit à la chaudière à quelle température chauffer l'eau des radiateurs. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que la plupart des installations ont un réglage d'usine, souvent trop agressif. C'est-à-dire? Même par temps doux, la chaudière envoie de l'eau brûlante. Les radiateurs deviennent volcaniques, la température dépasse la consigne, puis tout se coupe brutalement. Et c'est ce cycle de marche-arrêt permanent qui consomme énormément d'énergie. Donc si je comprends bien, le réglage de cette courbe, il est presque plus important que celui du thermostat. Il agit à la source. C'est une erreur que beaucoup de gens font, se focaliser sur le thermostat et d'ignorer complètement ce paramètre. Et un bon réglage, ça change quoi? Un bon réglage, ça permet à la chaudière de fonctionner plus longtemps, mais à plus basse température. La chaleur est plus douce, plus homogène, le confort est bien meilleur. Fini les sensations de chaud-froid.
Et les économies? Le guide estime qu'un réglage optimal de cette courbe, bien adapté au bâtiment, peut générer à lui seul entre 10 et 20% d'économie. 10 à 20%? Oui, oui, c'est colossal pour un simple réglage qui ne coûte rien. D'accord. On a un pilotage de précision, mais même la meilleure des Formule 1 a besoin d'entretien. Parfaitement. On en vient au deuxième pilier. Un système de chauffage. Ça s'encrasse, ça se dérègle. Et il y a des gestes simples, j'imagine? Très simple. Le plus connu, c'est la purge des radiateurs. On a tous entendu ces glou-glou dans les tuyaux. Ah oui, la petite bande-son de l'hiver. C'est surtout le son de l'énergie gaspillée. On se dit que c'est juste de l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce glou-glou, en fait, c'est de l'air. De l'air qui est emprisonné dans le circuit. Et il monte en haut du radiateur. Exactement. Et l'air, c'est un excellent isolant. Donc, là où il y a de l'air, l'eau chaude ne peut pas aller. Ce qui veut dire que le radiateur chauffe mal. Voilà. Le haut est chaud, mais le bas reste froid. La surface de chauffe est réduite, la pièce peine à se réchauffer, et la chaudière, elle, doit tourner plus fort pour compenser. C'est tout bête en fait. Purger, c'est juste évacuer cet air pour que l'eau chaude occupe 100% de l'espace. Ah, mais ça explique tout. Et ça me fait penser à une autre habitude, faire sécher son linge sur un radiateur. Aïe! On pense gagner du temps, mais en fait, on sabote son propre chauffage, c'est ça? Vous mettez le doigt sur un point crucial. C'est une très mauvaise idée. Un radiateur, ça chauffe principalement par convection. Le mouvement de l'air, C'est ça, l'air froid est aspiré en bas, il se réchauffe, il monte, c'est un cycle. Si on pose du linge humide dessus, non seulement on bloque cette circulation, mais en plus, on utilise l'énergie du chauffage pour faire évaporer de l'eau, ce qui augmente l'humidité de la pièce. et on a vu que l'humidité, ça donne une sensation de froid. C'est la double peine énergétique. C'est dingue. Et c'est la même logique pour les filtres d'une pompe à chaleur. Un filtre encrassé, c'est comme essayer de courir un marathon en respirant avec une paille. L'appareil force. Son rendement s'effondre. C'est pour ça que la source insiste tant sur le contrat de maintenance. C'est pas juste une visite de courtoisie. Non, c'est un vrai check-up. Le professionnel va purger, nettoyer, mais surtout, il va vérifier ses réglages fins, comme la courbe de chauffe. C'est la garantie de la performance et de la longévité. D'accord. Donc on a un système bien piloté, bien entretenu, mais parfois, on a beau bichonner sa vieille voiture, elle reste une vieille voiture. Elle consomme trop, oui. C'est là qu'on passe à la modernisation. C'est un gros investissement, ça fait souvent peur. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? La source met en avant deux technologies. Les chaudières à condensation et les pompes à chaleur. Exactement. Et là, on fait un saut quantique en matière d'efficacité. Expliquez-nous la chaudière à condensation. Son principe est d'une simplicité géniale. C'est du recyclage d'énergie. Du recyclage? Oui. Une chaudière classique brûle du gaz et évacue les fumées chaudes par la cheminée. D'accord. Or, ces fumées contiennent de la vapeur d'eau. Et cette vapeur, elle est pleine de chaleur. La chaudière à condensation, au lieu de jeter cette chaleur dehors, elle la récupère. Comment? Elle fait condenser la vapeur d'eau. En redevenant liquide, l'eau libère sa chaleur. Et cette chaleur récupérée est utilisée pour préchauffer l'eau froide qui revient des radiateurs. La chaudière a moins d'efforts à fournir. Précisément. Et en termes de gains sur la facture, ça donne quoi? Le guide est très clair. Il chiffre les économies potentielles jusqu'à 30%. 30%? 30% par rapport à une vieille chaudière. C'est colossal. C'est plusieurs centaines d'euros par an qui ne partent plus littéralement en fumée. C'est un investissement, mais avec un retour visible. Très rapidement, oui. Et l'autre technologie, c'est la pompe à chaleur. Là, le concept paraît presque magique. Oui, un peu. On nous dit qu'elle puise de la chaleur dans l'air froid dehors pour chauffer l'intérieur. Ça défie le sens commun. Le meilleur moyen de le comprendre, c'est de penser à un frigo. Mais à l'envers. Un frigo à l'envers. Oui. Un frigo prend la chaleur à l'intérieur et la rejette à l'extérieur, par la grille chaude derrière. La pompe à chaleur fait l'inverse. Elle capte les calories, la chaleur présente dans l'air extérieur. Même quand il fait froid. Même quand il fait 0 degrés Celsius ou moins 5 degrés Celsius, il y a toujours de l'énergie à prendre. Elle la concentre et la diffuse à l'intérieur. Elle ne crée pas de chaleur, elle la déplace. Elle la transporte. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de son coefficient de performance, le COP. Un COP de 4, ça veut dire que pour 1 kWh d'électricité payée pour faire tourner la machine, Elle restitue 4 kWh de chaleur. exactement. Les 3 autres ont été épuisés gratuitement dans l'environnement. C'est une perspective complètement différente. On n'achète plus 100% de son énergie. On achète juste l'énergie pour faire fonctionner la machine qui va chercher le reste dehors. C'est un changement de modèle. C'est passionnant. On arrive à notre dernier volet. Et il est crucial. Parce qu'il ne dépend pas d'un gros investissement, il dépend
de nous. Nos habitudes. Les habitudes quotidiennes. La meilleure technologie du monde ne sert à rien si on laisse les fenêtres ouvertes en plein hiver. C'est une évidence, mais c'est bon de le rappeler. Le guide liste des gestes simples, aérer, dégager les radiateurs, on a déjà parlé des radiateurs, mais l'aération, ça reste contre-intuitif pour moi. Faire entrer de l'air glacial, c'est vraiment une bonne idée, Lavier. C'est l'un des points les plus importants et les moins bien compris. La source insiste. Il faut aérer pour chasser l'humidité. D'accord, l'humidité est l'ennemi. C'est l'ennemi numéro 1 du confort thermique, parce qu'un air humide est beaucoup plus long et difficile à chauffer qu'un air sec. Pourquoi ça? Il a une plus grande inertie thermique. La respiration, la cuisine, les douches, tout ça charge l'air intérieur en humidité. Et donc il faut l'évacuer. Oui, en aérant de manière brève mais intense, 5 à 10 minutes, fenêtre grande ouverte. On crée un courant d'air qui chasse cet air humide. Et les murs n'ont pas le temps de refroidir. Exactement. Une fois les fenêtres fermées, l'air neuf et sec qui est entré va se réchauffer beaucoup plus vite et avec beaucoup moins d'énergie. On gagne sur les deux tableaux. Qualité de l'air et efficacité. Tout à fait. C'est un vrai changement de paradigme. On ne chauffe pas moins en n'aérant pas, en fait on chauffe mal. C'est exactement ça. Le dernier point du guide, c'est d'adapter la température en fonction de l'extérieur. Ça nous ramène un peu à la courbe de chauffe. Oui, tout est lié. Il s'agit d'intégrer que le chauffage n'est pas un système binaire on-off. C'est un processus dynamique. Voilà. S'il y a un grand soleil en hiver qui tape sur les vitres, il faut avoir le réflexe de baisser un peu le thermostat. Ou si on s'absente pour 2 heures. Baisser d'1 ou 2 degrés, ça a un impact réel. C'est l'addition de tous ces micro-gestes, combinés à une technologie bien réglée, qui crée la vraie performance. Une chaleur homogène et une ambiance chaleureuse. C'est le but ultime, oui. C'est on ne peut plus clair. Donc, si on synthétise les enseignements de ce guide, l'optimisation du chauffage, ce n'est pas une action unique. C'est une philosophie en 4 piliers. Une approche globale. D'abord, une régulation de précision. Aller au-delà du simple thermostat. S'intéresser à la courbe de Chouffe. Ensuite, un entretien méticuleux. Ce n'est pas une corvée, c'est une assurance performance. Indispensable. Troisièmement, oser la modernisation quand l'équipement est dépassé. Le retour sur investissement est bien réel. C'est un calcul à faire. Et enfin, et c'est peut-être le plus puissant, cultiver des habitudes quotidiennes intelligentes. Devenir acteur de son propre confort. Tout à fait. Le message, c'est que chaque élément du système compte, y compris nous. C'est l'exacte conclusion. Et si on prend un peu de recul, toute notre analyse s'est concentrée sur la manière de produire et de distribuer la chaleur le plus efficacement possible. Oui. Mais ça soulève une autre question qui est la prochaine frontière de l'optimisation. Laquelle? Une fois qu'on a produit cette chaleur de manière si efficace, comment s'assure-t-on qu'elle reste à l'intérieur le plus longtemps possible? Ah, l'isolation. Exactement. La prochaine étape ne se situe peut-être plus au niveau de la chaudière, mais au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Les murs, les fenêtres, le toit. La chaleur qu'on n'a pas besoin de produire est la moins chère. La véritable maîtrise de l'énergie, ce n'est pas seulement de bien chauffer, c'est surtout, à terme, de ne plus avoir besoin de le faire.